Je ne me souviens pas vraiment de l'époque des Beatles. On dirait une sorte de, vous savez, une incarnation précédente. Il était le Beatle qui parlait le moins, mais ce qui concerne cette personne, les sentiments de George Harrison étaient impossibles à cacher. Pendant des années, la tension a couvé, se transformant en quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose proche de la haine. Alors, qui George Harrison détestait-il profondément? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité, la naissance d'un combattant. L'histoire de George Harrison a commencé dans l'un des endroits et des époques les plus difficiles imaginables. Il est né le 25 février 1943 dans une minuscule maison de 2 chambres au 12 Arnold Grove, Liverpool. Son arrivée au monde s'est produite lors d'une nuit où la ville subissait sa 78e soirée consécutive de bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Les sirènes d'alerte aérienne, les pannes d'électricité et la peur faisaient partie de la vie quotidienne de sa famille. La survie elle-même n'était pas garantie et les parents de George, Harold et Louise n'avaient guère plus que de la détermination pour s'accrocher. L'argent était cruellement rare au foyer des Harrison. Harold travaillait de longues et pénibles heures comme contrôleur de bus, ne gagnant qu'environ 3 $ par semaine. Pour étirer leur budget, il marchait souvent des kilomètres plutôt que de payer son propre ticket de bus. Louise acceptait également tout travail qu'elle pouvait trouver, généralement des emplois de nettoyage de nuit dans des bureaux, ne gagnant que quelques shillings pour chaque bâtiment qu'elle nettoyait. Leur allocation alimentaire était de seulement 15 shillings pour toute la semaine. Cela signifiait très peu de viande et presque pas de suppléments. Les enfants Harrison se sont couchés affamés plus d'une fois. George et ses frères ont même partagé un seul lit jusqu'à l'âge de 16 ans. Malgré ces difficultés, les Harrison n'étaient pas sans chaleur. Louise particulier remplissait leur modeste maison d'un sentiment d'espoir. Elle croyait aux rêves de ses enfants et faisait des sacrifices pour les soutenir. Plus tard, lorsque la musique de George a eu besoin de financement, elle a même mis gage son propre alliance pour l'aider à acheter un amplificateur. Chaque penny que la famille avait été étirée, mais ce qui concerne la passion de George pour la musique, ses parents et ses frères et sœurs ont toujours trouvé un moyen de donner. Cette passion a frappé George pour la première fois à l'âge de 12 ans. Un jour de 1955, alors qu'il faisait du vélo, il est passé devant une maison où Heartbreak Hotel d'Elvis Presley passait par une fenêtre ouverte. Il s'est arrêté net, hypnotisé, le son de la voix d'Elvis et l'écho de la guitare ont allumé quelque chose lui qui ne s'est jamais éteint. Il est rentré chez lui et a dit à sa mère qu'il avait plus besoin d'une guitare que de nourriture. Elle n'a pas rejeté ses paroles, elle a compris à quel point il était sérieux. À l'âge de 14 ans, George a finalement eu sa première guitare, une guitare à table plate Eggman Bon Marché du magasin de musique de Frank S. Elle coûtait 30 shillings, une grosse dépense pour la famille. La guitare était difficile à jouer et les doigts de George saignaient alors qu'il essayait de maîtriser les accords, mais il a refusé d'abandonner. Il s'est entraîné 6 à 8 heures par jour, travaillant jusqu'à ce que la douleur n'ait plus d'importance. L'école est passée au second plan. Ses professeurs ont écrit qu'il ne semblait se soucier que des guitares, pas de la géométrie, pas de l'histoire, pas de grand-chose d'autre. La musique avait envahi chaque partie de son esprit. Le destin a rapidement présenté George à Paul McCartney. Ils se sont rencontrés dans le bus numéro 86 pour Liverpool lorsque Paul a remarqué que George portait sa guitare. George lui a dit qu'il pouvait jouer 20 Flight Rock, une chanson difficile à l'époque. Paul a été impressionné et peu de temps après, George a auditionné pour le groupe de Paul, The Quarrymen. Devant John Lennon, il a joué Ronichi parfaitement, même s'il n'avait que quelques mois de moins que 15 ans. Lennon pensait qu'il était trop jeune, mais Paul a insisté pour George. Son talent était indéniable et finalement John a cédé. George est devenu le plus jeune membre du groupe qui allait un jour changer le monde. George s'était frayé un chemin hors de la pauvreté et dans la musique avec une détermination absolue, mais les batailles à venir à l'intérieur du groupe seraient encore plus difficiles. Le complexe du petit frère. Lorsque George Harrison a rejoint John Lennon et Paul McCartney pour la première fois, la différence d'âge comptait plus que la plupart des gens ne le réalisent. John avait près de 3 ans de plus que George, et à la fin des années 1950, cet écart semblait énorme. Pour John, George était toujours un gamin qui traînait.
Il le traitait souvent plus comme un frère cadet que comme un camarade de groupe égal. John pouvait être acerbe et méprisant, rejetant les opinions de George avant même qu'elles ne soient terminées. Il était clair qui étaient les leaders, et George n'était pas un. Paul McCartney, bien que plus amical que John, posait ses propres défis. Le perfectionnisme de Paul Studio est devenu une source de tension. Il avait des idées bien arrêtées sur la façon dont chaque note devait sonner. Et il essayait souvent de contrôler non seulement ses propres parties, mais aussi celles de tous les autres. George, qui voulait avoir l'espace nécessaire pour se développer tant que guitariste et compositeur, se retrouvait constamment corrigé, dirigé ou même réduit au silence. Ce qui aurait pu être un guide utile au début est rapidement devenu étouffant. La domination de Paul laissait peu de place à la créativité de George pour s'exprimer. Au fur et à mesure que les Beatles gagnaient succès, ce déséquilibre ne faisait que s'accentuer. George avait ses propres chansons, mais le partenariat d'écriture de Lennon et McCartney contrôlait la direction du groupe. Dès le tout début, John et Paul s'étaient mis d'accord tacitement, mais comprenaient qu'ils seraient les principaux auteurs-compositeurs. George pouvait contribuer, mais seulement petite quantité. Pendant la majeure partie de la carrière des Beatles, il était limité à 1 ou 2 chansons par album, quel que soit le nombre d'idées qu'il avançait. Ce n'était pas parce qu'il manquait de matériel, fait au milieu des années 1960, il avait une pile croissante de chansons, dont beaucoup étaient aussi fortes, voire plus fortes, que celles écrites par John et Paul. Le problème était simplement que sa voix n'était pas valorisée de la même manière. La première tentative de George matière d'écriture de chansons a eu lieu en 1963, lorsqu'il était alité raison d'une maladie lors d'une étape de la tournée à Bournemouth. Par ennui, il a décidé de voir s'il pouvait écrire quelque chose de son propre chef. Le résultat a été Don't Bother Me, qui s'est retrouvé sur l'album With the Beatles. Bien que ce ne soit pas un classique, cela a prouvé que George avait la capacité d'écrire des chansons qui correspondaient au groupe. Pourtant, ses progrès tant qu'auteur-compositeur ont été ralentis par les rejets constants et le sentiment que ses contributions n'étaient pas prises au sérieux. Chaque fois qu'il essayait d'aller de l'avant, on lui rappelait que Lennon et McCartney étaient les responsables. Dehors du studio, les médias ont ajouté à la frustration, chaque Beatle a reçu une étiquette simple sur laquelle le public pouvait s'accrocher. John était l'intelligent, Paul était le mignon, Ringo était le chanceux et George est devenu le calme. Ce n'était pas seulement un surnom, c'était une cage. Les journalistes et les fans le voyaient comme réservé, timide et même renfermé, ignorant son humour, ses opinions et ses compétences croissantes tant qu'écrivain. Pour le monde, George Harrison était une figure d'arrière-plan, pas la force créatrice qu'il devenait. Être traité comme le jeune frère au sein du groupe et effacé par les médias à l'extérieur a laissé George porter des années de ressentiment et bientôt cette colère allait exploser. Hambourg et les leçons difficiles. 1960, alors que George Harrison n'avait que 17 ans, les Beatles ont été envoyés à Hambourg, Allemagne. À l'époque, ils n'étaient pas célèbres et le voyage n'était pas glamour. C'était rude, bruyant et exigeant. Ils ont joué dans de petits clubs où les propriétaires voulaient de l'énergie, du bruit et du divertissement non-stop. Chaque soir, les Beatles étaient obligés de jouer jusqu'à 8 heures d'affilée avec seulement de courtes pauses entre les deux. Les sets s'éternisaient jusqu'au petit matin et le groupe devait étirer les chansons, improviser de nouvelles parties et maintenir l'intérêt de la foule, peu importe à quel point ils étaient épuisés. Pour George, qui était encore adolescent, c'était un cours accéléré d'endurance. Les conditions de vie à Hambourg rendaient le travail encore plus difficile. Les Beatles dormaient dans des espaces exigus et sales, souvent à l'arrière des clubs où ils jouaient. Leurs lits étaient entourés de bruit, de fumée et de saleté. L'intimité n'existait pas et le confort était hors de question. Le quartier du Reeperbahn où ils travaillaient était plein de criminalité, d'alcool et de violence. Les videurs de clubs étaient des hommes durs, certains avec un passé dangereux, et des bagarres pouvaient éclater sans avertissement. George et les autres ont dû apprendre rapidement à survivre dans ce monde. Il ne s'agissait pas seulement de musique, il s'agissait de résilience. Malgré les défis, Hambourg a façonné George tant que musicien de manière puissante. Nuit après nuit de jeux sans fin,
lui a donné de l'endurance et de la discipline. Ses doigts se sont endurcis. Son timing s'est affiné et sa capacité d'improvisation s'est considérablement améliorée. Lorsqu'un set durait des heures, les erreurs n'étaient pas une option. Il devait rester concentré et créatif. Au fil du temps, il a acquis la précision technique qui a ensuite défini son style. Hambourg l'a poussé au-delà des limites qu'il pensait avoir. George a également joué un rôle crucial dans la formation du son des Beatles pendant cette période. Lui et Paul ont ajouté des micros à leur guitare et ont commencé à expérimenter avec des amplificateurs pour obtenir un son plus fort et plus net. Le jeu de guitare de George a ajouté de l'agressivité et de l'entrain aux performances du groupe, leur donnant la sensation électrique brute qui les a fait se démarquer des autres groupes. Les longues nuits à Hambourg ont transformé les Beatles professionnels et la croissance de George tant que guitariste était au centre de cette transformation. Mais si la musique rapprochait le groupe sur scène, dehors de la citoscène, les liens n'étaient pas toujours égaux. John Lennon et Paul McCartney étaient en train de devenir un partenariat étroit, ils écrivaient des chansons ensemble et renforçaient leurs liens créatifs. George les admirait, mais il ne faisait pas partie de leur cercle intime. Il était plus jeune et moins expérimenté à leurs yeux et était souvent exclu de leurs décisions. Même si son jeu de guitare portait leur spectacle et leur donnait leur son distinctif, il se sentait toujours comme l'étranger du groupe, des fissures dans le Fab 4. À la fin des années 1960, les Beatles n'étaient plus le groupe soudé qui avait autrefois conquis le monde ensemble. L'amitié et l'excitation des premières années laissaient place à des disputes constantes, surtout entre George Harrison et Paul McCartney. Leur style de travail se heurtait et George se sentait souvent humilié studio. L'un des exemples les plus célèbres s'est produit lors des répétitions de ce qui est devenu le film Let It Be. Les caméras ont capté Paul train de critiquer à plusieurs reprises les parties de guitare de George. Paul lui a dit comment et quand jouer, le corrigeant devant tout le monde. George est resté calme au début, mais la tension était palpable. Il voulait la liberté de s'exprimer tant que guitariste, mais Paul était déterminé à contrôler le son exactement comme il l'imaginait. Cette frustration n'a cessé de croître. Une situation similaire s'était produite plus tôt lors de l'enregistrement de Hey Jude. George a essayé d'ajouter des riffs de guitare après les lignes vocales de Paul. Au lieu de le laisser expérimenter, Paul l'a interrompu disant que cela ne convenait pas. George n'a pas argumenté, mais a avoué plus tard à quel point il s'était senti insulté. Il était un guitariste compétent avec des années d'expérience. Pourtant, Paul a rejeté ses idées comme si elles n'avaient pas d'importance. Ensuite, il y a eu Maxwell's Silver Hammer, l'une des chansons préférées de Paul, mais que le reste du groupe détestait fortement. L'enregistrer s'est transformé en cauchemar. Ils ont passé 4 jours et de multiples prises sur un morceau que George pensait être, selon ses propres termes, fruité et inutile. Ringo lui-même l'a qualifié de la pire expérience d'enregistrement de sa vie. Mais Paul a insisté et tout le monde a dû s'y plier. Pour George, c'était un autre rappel que son opinion avait peu de poids par rapport à celle de Paul. Le rejet de l'écriture de chansons de George était encore plus douloureux. À ce stade, il avait une grande collection de chansons fortes, mais John et Paul leur accordaient rarement une attention sérieuse. All Things Must Pass, Isn't It a Pity et Not Guilty ne sont que quelques exemples de morceaux qui ont été rejetés ou mis de côté. Plus tard, lorsque George les a sortis tant qu'artiste solo, ils sont devenus des classiques, preuve que les autres l'avaient sous-estimé pendant des années. La différence d'approche était claire. Lennon et McCartney produisaient des chansons rapidement, travaillant presque comme une usine, tandis que George écrivait avec plus de réflexion et d'introspection. Mais au lieu de voir cela comme une force, le groupe l'a traité comme une faiblesse. Tout est arrivé à son paroxysme le 10 janvier 1969 lors des sessions Get Back. Après une autre série de disputes, George a tranquillement posé sa guitare et a annoncé qu'il quittait le groupe. Il n'a pas crié ni se battre. Il est simplement parti. La réaction de John Lennon a montré à quel point les choses étaient devenues froides.
Il a haussé les épaules et a suggéré qu'il pourrait faire venir Eric Clapton pour remplacer George. Pour John, la présence de George n'était plus essentielle. George y est revenu, mais seulement sous des conditions strictes. Il a exigé que les répétitions soient déplacées des studios Twickenham vers les studios Apple, plus confortables. Il a refusé de participer aux concerts télévisés directs que Paul voulait, et il a insisté pour avoir plus de chances de contribuer avec ses propres chansons. Le fait qu'il ait dû négocier juste pour être respecté dit long sur la gravité de la situation. La patience de George s'épuisait et bientôt sa colère silencieuse se transformerait quelque chose d'impossible à ignorer. Le génie silencieux prend enfin la parole. Pendant des années, George Harrison avait été relégué à l'arrière-plan tandis que John Lennon et Paul McCartney dominaient les albums des Beatles. Mais 1966, quelque chose a changé. Sur Revolver, George s'est finalement taillé une place pour montrer ce dont il était capable tant qu'auteur-compositeur. L'album s'ouvre avec Taxman, un morceau politique mordant qui se plaint des taux d'imposition élevés de la Grande-Bretagne. Commencer l'album avec la chanson de George était une déclaration soi, ce n'était plus seulement le groupe de Lennon et McCartney. Encore plus surprenant, George avait 3 chansons sur le disque, Taxman, Love You Too et I Want to Tell You. C'était une rareté pour lui et cela montrait qu'il était de plus confiant et plus déterminé à être entendu. Mais ces progrès n'ont pas duré. L'année suivante, le groupe a commencé à travailler sur Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un album qui est devenu l'un des disques les plus célèbres de l'histoire de la musique. Pour George, cependant, l'expérience a été frustrante et isolante. Il a offert une nouvelle chanson intitulée Only a Northern Song, qui critiquait la façon injuste dont les droits d'édition et l'argent étaient gérés au sein du groupe. John et Paul l'ont rejeté, rejetant ses préoccupations et lui refusant une place appropriée sur le disque. Au lieu de cela, George a contribué avec une seule chanson à Sgt. Pepper, The Haunting Within You Without You. Elle a été inspirée par son intérêt croissant pour la musique et la spiritualité indienne. Mais lorsqu'il l'a enregistrée, aucun des autres Beatles n'était impliqué. Il a travaillé avec des musiciens indiens et le producteur George Martin, construisant le morceau sans Lennon-McCartney ou Starr. Elle est devenue la première chanson des Beatles créée entièrement sans le reste du groupe. Alors que de nombreux critiques l'ont ensuite saluée comme l'une des plus grandes œuvres de George, la vérité est qu'à l'époque, ses camarades de groupe ne se soucièrent même pas assez d'assister aux sessions. Pour eux, ce n'était qu'une autre chanson de George. Pour George, c'était la preuve de son isolement. Finalement, 1969, George a atteint un moment de rédemption sur Abbey Road. Pour la première fois dans la carrière des Beatles, une de ses chansons a été traitée comme l'égale du travail de Lennon et McCartney. Cette chanson était Something. Sortie tant que double single Face-A aux côtés de Come Together de John, elle est devenue l'un des plus grands succès des Beatles. Même Frank Sinatra l'a plus tard saluée comme l'une des plus grandes chansons d'amour jamais écrites. John Lennon lui-même a admis que Something était le meilleur morceau de l'album. Paul aussi a reconnu sa brillance et alors que la confiance de George dans sa propre voix grandissait, sa patience envers les autres s'amenuisait, des liaisons et des trahisons. Pendant une grande partie des années 1960, le mariage de George Harrison avec le mannequin Pattie Boyd ressemblait à une histoire d'amour parfaite. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage du film des Beatles A Hard Day's Night et étaient rapidement tombés amoureux. Pour les fans, leur relation semblait glamour et inébranlable. Mais derrière les sourdelailles et les sourires soudains publics, les choses se brisaient. La renommée croissante de George, sa consommation accrue de drogue et sa distance émotionnelle ont tous commencé à éroder le mariage. L'effondrement est devenu encore plus compliqué à cause du meilleur ami de George, Eric Clapton. Clapton est tombé profondément amoureux de Pattie et son obsession a grandi au point qu'il a commencé à lui écrire des lettres et même à se présenter chez George. Sa passion pour elle a inspiré sa célèbre chanson Leila, un cri de désir inassouvi. Au début, Pattie a résisté, mais George s'éloignait de plus d'elle. Au milieu des années 1970, elle l'a finalement quitté et a emménagé avec Clapton. Pour George, c'était une double trahison. Non seulement il avait perdu sa femme, mais c'était au profit de l'un de ses amis les plus proches.
Le propre comportement de George, cependant, était loin d'être fidèle. Alors qu'il était encore marié à Patty, il a eu de nombreuses liaisons. La plus dommageable a eu lieu avec Maureen Starkey, la femme de son camarade Beatle, Ringo Starr. George n'a pas caché la relation. Fait, il l'a dit brutalement à Ringo, une décision qui a choqué tout le monde autour de lui. Patty, quant à elle, est entrée un jour et a trouvé George et Maureen au lit ensemble. La découverte a brisé les deux mariages et a davantage mis à rude épreuve les amitiés de George au sein du cercle des Beatles. John Lennon était particulièrement dégoûté, décrivant plus tard la situation comme un inceste virtuel. Ces trahisons ont révélé un côté plus sombre de la vie personnelle de George. Bien qu'il ait souvent parlé de paix, d'amour et de spiritualité, son comportement privé racontait une autre histoire. Au début des années 1970, George était profondément impliqué dans une forte consommation de drogue, particulier de cocaïne. Il fumait beaucoup, buvait et se livrait à un style de vie qui contrastait avec l'image spirituelle qu'il avait soigneusement construite autour de sa dévotion à la philosophie et à la méditation indienne. Et bientôt, George entrerait sous les projecteurs à ses propres conditions avec un album qui prouvait qu'il avait été sous-estimé depuis le début. Contradiction d'une rockstar spirituelle, on se souvient de George Harrison comme du Beatle spirituel, celui qui regardait au-delà de la gloire et cherchait quelque chose de plus profond, mais sa vie était pleine de contradictions. Malgré toute sa dévotion à la méditation, à la prière et à la philosophie indienne, il tombait souvent dans les mêmes tentations contre lesquelles il prêchait. Le choc entre ses idéaux et son comportement a défini une grande partie de sa vie post-Beatles. Son voyage a commencé au milieu des années 1960 avec un événement qui a changé sa vie, son premier voyage au LSD. Ce n'était pas prévu. Un dentiste a secrètement glissé la drogue dans le café de George et John Lennon lors d'une fête. L'expérience a été bouleversante. George a déclaré plus tard qu'à partir de cette nuit-là, il a vu le monde différemment. Cela lui a ouvert l'esprit à l'idée que la vie ne se résumait pas à l'argent et à la gloire. Il s'agissait de trouver une vérité supérieure. Le LSD l'a conduit vers la musique indienne, les leçons de sitar avec Ravi Shankar et finalement les enseignements de l'hindouisme et du mouvement Harak Krishna. Mais si la recherche spirituelle était authentique, George a lutté contre le côté obscur des drogues. Dans les années 1960, après la séparation des Beatles, sa consommation de cocaïne est devenue importante. Il fumait également beaucoup et buvait plus qu'il ne l'admettait publiquement. Sa santé a commencé à souffrir. Pourtant, il a continué. La contradiction était évidente. Il mettait les autres gardes contre l'ego et l'indulgence, tout s'adonnant lui-même à ses vices. À un moment donné, il a même dit à Elton John de se tenir à l'écart de la cocaïne, même si George lui-même était encore accro. Ses amis y ont vu de l'hypocrisie, mais c'était aussi un signe de la façon dont il était tiraillé entre deux versions de lui-même. Une autre contradiction est venue avec sa relation à la richesse. George chantait souvent sur le vide du matérialisme. Son album solo, Living in the Material World, était une déclaration directe sur la façon dont l'argent et la gloire détournaient de la croissance spirituelle. Mais George lui-même vivait dans l'une des maisons les plus extravagantes d'Angleterre, Friar Park, un manoir victorien de 120 pièces entouré de jardins et de lacs tentaculaires. Il collectionnait les voitures à lecture de luxe, avait des relations avec des mannequins et des actrices et profitait des avantages de la vie de rockstar. Pour les étrangers, il semblait prêcher une chose tout vivant une autre. La vérité était plus complexe. George croyait sincèrement que les choses matérielles n'apportaient pas le bonheur. Pourtant, il aimait aussi la beauté, le confort et la liberté que lui offrait l'argent. Il pouvait s'asseoir méditation un instant, puis sauter dans une voiture de sport l'instant d'après. Il ne se considérait pas comme un saint, il se considérait comme quelqu'un pris entre deux mondes, la liberté et la fureur après les Beatles. Lorsque les Beatles se sont séparés en 1970, beaucoup se sont demandé comment George Harrison se sortirait seul. Pendant des années, il avait été traité comme le partenaire junior, celui qui n'avait droit qu'à une chanson ou deux par album.
Mais une fois libéré du contrôle de Lennon et McCartney, George a explosé de créativité. Le résultat a été All Things Must Pass, un triple album qui a stupéfié le monde de la musique. La plupart des chansons avaient été écrites pendant son séjour avec les Beatles, mais rejetées par John et Paul. Maintenant, avec de l'espace, George a révélé à quel point son arriéré de matériel était réellement fort. Des titres comme My Sweet Lord, Isn't It a Pity et la chanson-titre portaient à la fois une profondeur spirituelle et une émotion brute. L'album a été un énorme triomphe commercial et critique, dépassant les sorties solo de Lennon et McCartney à l'époque. Pour George, c'était la preuve qu'il avait toujours été plus que la figure d'arrière-plan silencieuse que les gens pensaient ce qu'il était. Il avait été sous-estimé et maintenant le monde le savait. Peu de temps après, George a organisé l'un des événements les plus audacieux de l'époque, le concert pour le Bangladesh 1971 avec Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton et d'autres stars. C'était le premier grand concert bénéfice de l'histoire du rock. Le but était de collecter des fonds et de sensibiliser le public aux réfugiés pendant la guerre de libération du Bangladesh. Bien que le concert lui-même ait été une déclaration de compassion puissante, les finances se sont empêtrées dans des problèmes fiscaux et des litiges juridiques, retardant une grande partie de l'aide. Malgré tout, il a servi de modèle à des événements ultérieurs comme Live Aid, montrant que les musiciens pouvaient utiliser leur renommée pour apporter de réels changements. Malgré son succès, George gardait toujours de la colère envers Paul McCartney. Il l'a clairement fait savoir de plusieurs façons. Il a joué de la slide guitare sur la chanson infâme de John Lennon, How Do You Sleep, une chanson qui attaquait violemment Paul après la séparation. La décision de George de participer disait long sur ses loyautés. Il s'est également rangé du côté de John et Ringo pendant les batailles juridiques qui ont suivi la séparation, s'opposant ouvertement à Paul devant les tribunaux. Le lien qui les avait autrefois unis, tant qu'adolescents de Liverpool, semblait définitivement rompu. Dans des interviews tout au long des années 1970 et au-delà, George cachait rarement son mépris pour Paul. Il décrivait souvent Paul comme contrôlant, égoïste et difficile à vivre. Même dans les années 1980 et 1990, lorsqu'il collaborait occasionnellement, les vieilles blessures ne se sont jamais complètement cicatrisées. George pouvait être polypublic, mais privé, il gardait toujours du ressentiment des années passées dans l'ombre et rejetées. Ce mélange de liberté et de fureur a défini la vie de George après les Beatles. D'une part, il avait fait ses preuves tant qu'artiste solo, construisant une carrière qui se tenait fièrement aux côtés de celle de Lennon et McCartney. D'un autre côté, il n'a jamais échappé à l'amertume laissée par l'effondrement du groupe. Les Beatles lui avaient tout donné et lui avaient également laissé des cicatrices qu'il a portées pour le reste de sa vie. Et alors que George avançait dans les années 1980, de nouvelles luttes allaient mettre à l'épreuve à la fois sa santé et son esprit. Les dernières années de conflit. À la fin des années 1980, George Harrison était un homme pris entre la reconnaissance et le ressentiment. 1988, les Beatles ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Cela aurait dû être une nuit de célébration triomphale. Au lieu de cela, cela a révélé à quel point les relations étaient devenues fracturées. Paul McCartney a refusé d'y assister, ne voulant pas faire face aux litiges juridiques qui couvaient encore entre lui et les autres. Ringo Starr s'est présenté mais était visiblement ivre. Cela a laissé George prononcer le discours d'acceptation presque seul. Toujours diplomate public, il a gardé ses mots brefs et professionnels. Mais sous le ton calme, la tension était palpable. Ce qui aurait dû être un moment d'unité a plutôt rappelé au monde à quel point les Beatles restaient de profondément divisés. Même après cette nuit-là, le ressentiment de George envers Paul ne s'est jamais complètement estompé. Dans les interviews, il faisait souvent des remarques acerbes sur la personnalité et la musique de Paul. Parfois c'était subtil, parfois direct, mais l'amertume de leurs années studio persistait jusqu'aux derniers jours de George. Avec John Lennon, la situation était encore plus douloureuse. Lorsque John a été assassiné en 1980, George ne s'était pas complètement réconcilié avec lui. Ils avaient moins travaillé ensemble dans les dernières années des Beatles, et George a admis avoir l'impression que Lennon ne lui avait jamais accordé le respect qu'il méritait.
La perte a été alourdie par le fait que George n'a jamais eu l'occasion de clarifier les choses ou de réparer le lien qu'ils avaient autrefois partagé. Bien que ces vieilles blessures ne se soient jamais complètement cicatrisées, les plus grandes batailles de George dans ces dernières années n'étaient pas avec ses anciens camarades de groupe, mais avec son propre corps. Dans les années 1990, il a été diagnostiqué avec un cancer, il a suivi un traitement, mais ces années de tabagisme intensif avaient fait des ravages. Juste en l'IA moment où il se battait pour sa santé, la tragédie a frappé à nouveau. Décembre 1999, un intrus a fait irruption dans sa maison de Friar Park et l'a poignardé à plusieurs reprises. L'épouse de George, Olivia, a combattu l'agresseur et lui a probablement sauvé la vie. Mais l'agression a laissé des cicatrices physiques et émotionnelles. Pour un homme qui avait longtemps cherché la paix, la violence avait littéralement envahi son sanctuaire. Alors que sa santé déclinait au début des années 2000, George s'est de plus appuyé sur ses pratiques spirituelles. Entouré de sa famille, de ses amis et des membres du mouvement Hare Krishna, il a passé ses derniers jours à méditer et à chanter. Fidèle à sa quête de toute une vie, ses derniers mots enregistrés ont été « Tout le reste peut attendre, mais la recherche de Dieu ne peut pas attendre ». C'était un message final approprié pour un homme qui avait passé sa vie déchiré entre deux mondes, le style de vie de rockstar rempli de richesse, de conflits et d'indulgence, et le voyage intérieur vers la paix et Dieu. George Harrison est décédé le 29 novembre 2001 à l'âge de 58 ans. Sa vie a été une histoire de brillance et de contradictions, de blessures digues profondes et d'aspirations spirituelles. Il a laissé derrière lui une musique qui continue d'inspirer, mais aussi un rappel que même les âmes les plus douées portent des luttes jusqu'à la toute fin. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de musique.